on continue maintenant avec l'asthme aigu grave avec Dr Zainab Hamouda. Donc on va entamer directement donc, cette journée d'enseignement destinée pour les résidents de médecine de famille. C'est Dr Zainab Hamouda, je suis assistante en réanimation médicale à Monastir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et je remercie donc tous les organisateurs de cette journée de m'avoir associé donc à cet enseignement. Donc on va faire ça sous forme donc interactive, d'accord? Donc on va exposer le cas clinique. C'est une dame âgée de 32 ans qui appelle le SMUR en urgence à 1h30 du matin. Donc pour des difficultés respiratoires intenses avec une sensation de malaise. Donc, cette patiente est connue asthmatique depuis l'âge de 23 ans. Donc, son asthme est classé en persistant modéré. Elle a aussi une rhinite chronique avec une polypose nasale qui a été opérée il y a 3 ans. Elle n'a pas d'intolérance médicamenteuse connue, notamment pas d'allergie aux bêta-lactamines et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, on retrouve à l'interrogatoire la notion d'un stress psychologique important à l'occasion de problèmes conjugaux. Donc, jusqu'à présent, l'évolution de son asthme n'avait été émaillée que de 3 à 4 exacerbations, donc, qui ont cédé facilement à une corticothérapie orale associée à l'ensemble des thérapeutiques habituelles. Donc, c'est une dame de 32 ans qui est connue asthmatique et actuellement, elle présente une crise d'asthme, une insuffisance respiratoire aiguë, donc avec ces éléments anamnéstiques concernant sa maladie de fond et la crise actuelle. B. Donc, l'examen physique à l'arrivée du SMUR, qu'est-ce qu'il retrouve? Il retrouve une patiente qui était orthopnéique, pleine de sueur, et on note une cyanose. Donc, elle était très asthénique et elle ne pouvait pas parler. Bon, pour la fréquence respiratoire, elle était à 32 cycles par minute, et à l'auscultation pulmonaire, on note l'abolition complète et bilatérale des murmures vésiculaires. D'accord? B. Donc, sa fréquence cardiaque était de 128 battements par minute, sa tension artérielle était de 19,10. On note par ailleurs un reflux hépatogégulaire, un signe de Harzer. Donc, et quand on a essayé de mesurer le peak flow, le DEP, c'était impossible à faire. Donc, quand on a poussé l'interrogatoire avec la famille, depuis 2 jours, il y a aggravation de la dyspnée, nécessitant l'administration d'une vingtaine de bouffées de bêta-2 mimétiques par jour, alors qu'habituellement, elle n'en prend qu'environnement à peu près 8 à 10 bouffées par jour. Son DP donc, est passé de 350 pour une théorie que 450, BAD 280 et 100 depuis 48 heures. Donc, malgré des bêta-2 mimétiques, une corticothérapie inhalée de dose maximale et des bêta-2 mimétiques de longue durée d'action. Elle a refusé de consulter. Et donc, elle s'est automédiquée par du Tranxène et elle a pris 500 mg d'aspirine la veille. Quel est votre diagnostic et justifié? Asthme aigu grave. Smart exacerbation maintenant. Exacerbation aiguë d'asthme, d'accord. Quels sont les arguments en faveur? L'utilisation de l'augmentation de la fréquence, voilà, au recours, d'accord, au bronchodilatateur de courte durée d'action. Les signes cliniques, les moments, l'étouffement, difficulté de parole, sueur, signe de lutte, chiffre élevé de tension, imprenable. Inférieur à 150, c'est le cutoff. Donc, justement, avec le silence auscultatoire. La prise, le Tranxène, donc, le sédatif. رجعوا لكم البلاك نتاع لينونسي لو ستريس هذاك باهي اذا كان احنا نحبوا نرتبوهم هذوما كيفاش باهي en faveur de l'asthme avec elle est connue déjà asthmatique donc elle a un suivi elle a un voilà très bien donc باهي وبعض les critères de gravité
هذا كله شنو يسمى كلينيك. مي بخلاف لي سيني كلينيك فما دوطخ سيني اللي قلتوهم لو ستريس بسيكولوجيك l'augmentation donc de la fréquence des bronchodilatateurs اسمهم anamnésique. D'accord? Donc grosso modo c'est ça. Mais sachez que donc asthme aigu grave ne s'appelle plus désormais asthme aigu grave. Ismo exacerbation sévère d'asthme. D'accord? Donc le cadre nosologique il a changé. Mais les critères de définition ou de diagnostic sont toujours les mêmes. Donc l'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes qui entraîne une obstruction bronchique totalement réversible par opposition à la BPCO qui est partiellement réversible. Donc c'est un patient qui va présenter un trouble ventilatoire obstructif à la spirométrie avec une réversibilité totale après nébulisation de bronchodilatateurs. Donc, asthme aigu grave, anciennement appelé ou exacerbation sévère d'asthme, c'est une crise d'asthme qui est inhabituée par son intensité, son retentissement et sa résistance aux thérapeutiques. D'accord? Donc, c'est une crise qui est sévère et qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Donc, ça peut entraîner un tableau de mort subite avant l'arrivée à l'hôpital. Et même à l'hôpital, ça peut entraîner, on va voir, la mort du patient en dehors d'une prise en charge et d'une orientation qui est adaptée et adéquate. D'accord? Donc, c'est parmi les pathologies les plus sévères. Donc, femme a deux profils évolutifs. Donc, le profil, on appelle donc bronchospastique ou le bronchospasme suraigu qui est au premier plan. En général, cette crise donc, est rapidement, donc l'installation TH, elle est rapide, et c'est la composante bronchospastique qui est au premier plan. Donc cette crise, elle peut entraîner donc femme entité donc il peut mourir à domicile par cette crise, le patient. Ma femme a donc une composante bronchoconstructrice ou femme a la composante inflammatoire. Le physiopathe, on va les voir par la suite. Donc, femme a deux tableaux cliniques qui découlent de cette physiopathologie. Un tableau qui est suraigu, et dans ce cadre, le bronchospasme, il est au premier plan. Ou femme a la deuxième entité, où elle a le deuxième tableau, où la crise d'asthme, elle est d'aggravation progressive. C'est-à-dire, donc, cette aggravation, elle va s'installer sur plusieurs jours, voire même sur plusieurs semaines. Ici, c'est la composante inflammatoire qui est prédominante. Donc, parce que l'installation, elle a pris du temps. Et donc, encore une fois, pour insister, les deux formes, l'asthme aigu grave ou l'exacerbation sévère d'asthme est une urgence absolue à diagnostiquer et à traiter. Quels sont les facteurs de risque donc, pour cette patiente? Femme a des facteurs de risque, donc anamnestique, clinique, femme paraclinique. Principalement, on a la non-compliance au traitement, elle est observante. Il y a des patients qui sont mal observants à leur traitement. Dans certaines références bibliographiques, il parle de l'association avec d'autres comorbidités, par exemple les maladies psychiatriques. Une maladie psychiatrique comme facteur de risque de sévérité de l'asthme, c'est par le biais de la non-compliance au traitement. D'accord? Il ne faut jamais arrêter le traitement de fond donc d'un asthmatique. Les conditions socio-économiques défavorables. Voilà. Donc, et c'est un traitement chronique, c'est une maladie chronique, c'est à vie. D'accord? Donc, le stress psychologique, parce qu'il va aggraver donc, les phénomènes bronchospastiques. L'hospitalisation pour crise d'asthme l'année précédente, l'antécédent de recours à la ventilation mécanique invasive. Sachez que le recours à l'intubation orotrachiale, le séjour en réanimation, c'est un tournant évolutif dans l'histoire d'un asthmatique. C'est un marqueur de gravité. D'accord? Donc, la corticothérapie dans les 3 mois précédents pour une crise d'asthme et le tabagisme et l'abus de sédatifs. Pour notre patiente, les facteurs de risque que vous avez retrouvés parmi ceux cités. Non-compléance.
Oui, mais elle a pris des bêta-2 mimétiques courte durée d'action, bêta-2 mimétiques longue durée d'action, corticothérapie. Le stress psychologique, oui. Hein? Corticothérapie, donc elle a déjà pris. Et l'abus de sédatifs, très bien. Donc, parmi les critères d'instabilité, femme à entité nosologique, le syndrome de menace. C'est l'ensemble des manifestations cliniques anamnéstiques qui vont donc, syndrome de menace, menace, on doit annoncer la survenue d'une exacerbation sévère de l'asthme, femme à l'augmentation de la fréquence de la gravité des crises, l'augmentation de la consommation des médicaments, c'est quelqu'un vraiment qui a besoin de fortes doses de bêta-2 mimétiques ou de corticothérapie pour soulager sa dyspnée. Et donc, la mauvaise réponse au traitement, ce sont des crises qui répondent de mois en mois. Donc, il doit faire des bouffées répétées. Donc, et avec ça, ça ne soulage pas la sévérité des crises. La diminution progressive du DEP. On aimerait qui fait 350, 200, 100, qui j'ai toilette imprenable. D'accord? Donc, je vais annoncer un message clé. Tout asthmatique doit être éduqué pour la reconnaissance des signes de gravité et pour la mesure du DEP. Donc, il doit disposer de avec le peak flow à domicile et surveiller son DEP. D'accord? B. Quels sont les critères de gravité révélés par le médecin de SMUR? Quand le révélé par le médecin, on parle d'examen clinique. B. Je vais comme l'énoncé. Orthopnée, sueur, cyanose, asthénie, difficulté de parole, fréquence respiratoire 32, abolition des murmures vésiculaires. Sahid. D'accord. B. Donc, on a les signes de gravité clinique. Femme autrine ou la donc en plus de ça, en plus des signes qui sont présents sur cette observation. Sahid, confusion, donc les troubles neurologiques. D'abord, il faut insister sur le fait que femme a des signes de gravité qui sont extrêmes. Ce n'est pas du tout le même degré d'urgence et le même donc, retentissement sur le pronostic du patient. Quand on parle de signes de gravité extrême, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut l'intuber d'emblée. Donc c'est une indication à la ventilation mécanique invasive parce que le patient risque de mourir immédiatement. D'accord? Donc les signes de gravité immédiats sont la parole impossible, donc il n'arrive même plus à parler. D'accord? Donc, femme a les troubles de la conscience qui m'appellent un petit coma, confusion mentale, etc. Le silence auscultatoire, c'est le témoin de quoi? Donc, il va précéder immédiatement l'arrêt respiratoire, le blocage thoracique du patient. Donc, le pause respiratoire kiff-kiff, c'est un signe de gravité parce que ça annonce la survenue de l'arrêt respiratoire. Et le collapsus. Le collapsus, pourquoi? Et collapsus, c'est état de choc. Mais pourquoi? Parce que femme a un retentissement hémodynamique dans le cadre de ce qu'on appelle le corps pulmonaire aigu. Donc, on va le voir sur la physiopathie. B. Donc, on est comme les signes de gravité immédiats, les signes de gravité. Vous allez retenir cette plaque avec d'emblée. Ou les autres signes de gravité que vous allez essayer de retrouver donc à fur et à mesure de votre examen clinique face à un patient qui consulte pour exacerbation sévère d'asthme. Donc, on note les signes respiratoires, les difficultés de parole et de la toux. Une fréquence respiratoire au-delà de 30, 32 cycles par minute. La présence de sueur et de cyanose. D'accord? Donc, la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires et notamment du sternoclédomastoïdien, qui le BPCO, qui m'a l'asthme. D'accord? Le BPCO, c'est quelqu'un qui a la contracture du sternoclédomastoïdien. C'est un signe de lutte. Pour l'asthmatique, c'est un signe de gravité extrême.
Ça y est, les réserves respiratoires sont épuisées. D'accord? Donc, le silence auscultatoire, un DEP inférieur à 150 ou elle est inférieur à 50% de la valeur théorique. Inférieur à 30%, c'est un signe de gravité extrême. D'accord? Mais pour les signes cardiovasculaires, femme à la tachycardie, le pouls paradoxal, le fameux pouls paradoxal, et l'hypertension et l'hypotension, c'est-à-dire le choc associé. Je connais, c'est quoi le pouls paradoxal et comment on peut le mesurer? C'est la baisse de la tension de 20 mm. L'inspiration. C'est grosso modo. Donc, en fait, ça consiste à faire une mesure de la tension artérielle en inspiration. Ben, donc, le sang, le retour, l'ouverture de l'artère ou le constant qui a accès à 20 mm de mercure, avec le pouls paradoxal, c'est le témoin donc d'une interaction cardio-pulmonaire majeure. Ben, je confie combien à faire le pouls paradoxal. Patient en asthme aigu grave, est-ce qu'il peut faire ça? Donc, et même si vous ne pouvez pas le trouver fait l'examen physique, il n'est pas grave parce qu'il n'a pas de pouls paradoxal. Difficulté de parole, les plafes de signe, il faut les apnées en inspiration. D'accord? C'est pour ça. Il faut l'apprendre, il faut le connaître. Mais sur le plan pratique, il est de réalisation difficile. Ben, pour les signes neurologiques, on a les manifestations, donc troubles de la conscience, convulsions, agitation, coma, confusion mentale, etc. Ben, pour les signes paracliniques, donc ça suppose qu'on va faire une gazométrie. Ben, on y prend le normaux et la hypercapnie. À votre avis, est-ce qu'il faut s'attendre à la survenue de l'hypercapnie? Le gaz du sang dans l'asthme aigu grave, qu'est-ce qu'on va trouver? Une hypocapnie, parce qu'il hyperventile. Parce que c'est une IRA de nouveau, mais IRA sur IRC. La normocapnie, c'est un signe de gravité. Il ne faut pas s'attendre à l'hypercapnie. Quand l'hypercapnie, il va s'épuiser, il va faire son arrêt. D'accord? Ce sont en général des malades jeunes, ils sont très précieux et donc il faut faire attention à la prise en charge initiale. ولا تقول مثلا نخلي حتى نعمل له غاز وتنشوف grave ولا مش grave. Ça ne doit pas retarder la prise en charge. Le des signes de gravité clinique, تبدا la prise en charge thérapeutique نتاعك. D'accord? Donc pour comprendre tout ça, il faut comprendre la physiopathe. Malheureusement, donc elle est difficile, mais on va essayer de la simplifier. Donc, femme à 3 composantes prédominantes. Femme à l'inflammation, la bronchoconstriction et l'hypersécrétion bronchique. D'accord? Donc, pour l'hypersécrétion, elle va faire ce qu'on appelle les bouchons muqueux. Donc, les bouchons muqueux, vraiment, ils sont épais, ils sont gênants. D'accord? Quand on intube les malades, un bouchon muqueux, je connais un bouchon muqueux vraiment qui épouse la forme de l'arbre trachéobronchique. C'est pour ça que dans le volet thérapeutique, on insiste sur l'hyperhydratation de l'asthmatique parce que ça va aider à fluidifier les sécrétions bronchiques et justement éviter les bouchons pour obstruer surtout les branches distales. Donc, les principales conséquences dans les trois phénomènes initiateurs, il y a des conséquences sur la mécanique ventilatoire, il y a des conséquences hémodynamiques. Pour la mécanique ventilatoire, on va donc assister à une augmentation des résistances, surtout expiratoires. D'accord? Donc, un tuyau qui va se constricter, le diamètre. Donc, le flux donc un piégeage, ce qu'on appelle un trapping. Et par conséquent, trapping de l'autopep. Il va majorer les phénomènes de distension. Donc, la surdistension induite par le phénomène d'hyperinflation pulmonaire dynamique
va être à l'origine d'une augmentation du travail respiratoire et une fatigue musculaire respiratoire. علاش؟ على خاطر المريض il doit vaincre l'autopep باش ينجم يتنفس. L'autopep هي شنيا؟ سي لا سي ار اف entre autres. باهي احنا ابومون نورمال خاطر هو لازماتيك راهو اون خاطر سي ايغو هذا الكل. Il est considéré comme un poumon qui est sain والا normal. D'accord? Un poumon normal, on respire avec une pression négative. باهي كي تصير الفينومين هذايا نتاع لا bronchoconstriction et le trapping باش يولي l'origine positif parce qu'il y a un trapping. هذيك l'hyperinflation dynamique. والمريض باش ينجم يتنفس il doit négativer. يبدا يجبد pour essayer de négativer pour vaincre l'autopep. هاك الجبدان هذاك اش باش يعمل؟ il va aggraver l'autopep باش تبدا تعمل هكا تمشي وتزيد. Donc à fur et à mesure du cycle respiratoire, وكل مرة il doit augmenter son travail respiratoire pour aboutir en fin de compte à l'épuisement. Il va s'épuiser. D'accord? Avec علاش il va mettre en jeu ses muscles respiratoires accessoires pour vaincre ça. D'accord? Il va faire un travail énorme. D'accord? من بعد قلنا le volume d'RPG dans les poumons en fin d'expiration, il est considérable. Il est source d'une PEP intrinsèque, ou on appelle ça l'auto-PEP. Avec علاش quand on ventile un asthme en ventilation mécanique invasive, on doit mettre des niveaux de PEP à وذاك علاش on doit mettre des fréquences respiratoires basses. علاش؟ على خاطر le cycle respiratoire فيه inspiration un tiers, expiration 2 tiers. Et ahna, في ventilation mécanique, on règle le temps expiratoire, on peut prolonger. Le rapport I sur E نتحكموا فيه. Donc ahna, on va privilégier l'expiration justement باش يفرغ الهواء le piégeage. حاجة أخرى كي نحطوا une fréquence basse, on va prolonger d'une façon indirecte le temps expiratoire. خاطر كي تحط 8 cycles par minute تحسب الديوري نتاع السيكل بركة تلقاه أقل من انك تحط 20 cycles par minute de réglage. Et donc par conséquent bientôt le temps expiratoire va se prolonger. واضحة ولا؟ Donc je vous instille l'aspect thérapeutique à un physiopathe pour que vous reteniez ça. واضحة ولا لا؟ Donc فما piégeage, trapping d'air, fama autopep. Fama augmentation du travail respiratoire pour vaincre l'autopep. Au stade ultime, on va avoir un épuisement respiratoire. D'accord? Donc, les perturbations gazométriques ou l'effet chante, qui fait? Donc, t'as le chante vrai, l'effet chante. T'as l'espace mort, l'effet espace mort. Non, oui, non, oui. Ben, le chante, c'est quoi? Le chante, quand on a un poumon qui est ventilé, qui est perfusé, mais non ventilé. L'effet chante, c'est quoi? Quand on a une baisse de la ventilation avec une perfusion normale ou elle a conservé. L'effet chante, il est résultant de deux phénomènes. Donc, la bronchoconstriction, nax lumière bronchique, ou l'hypersécrétion bronchique. D'accord? Ben, pour les conséquences hémodynamiques, on a la résistance à l'éjection du ventricule droit au ventricule gauche au KV. Donc, on a l'arqiqa. حطيت لكم cette plaque باش يقعد لكم un support de cours complet. اما افهموها l'interaction cardio-pulmonaire في l'asthme grave كيفاش. On a une augmentation du régime de pression intrathoracique. اللي هو le cœur normalement كيفاش يبدا في pression négative. معناها remplissage وقتاش يصير في l'inspiration وقت اللي تبدا فما pression négative باش يجبد. Donc ça va faciliter le retour veineux et le remplissage. L'éjection, donc il n'y aura pas d'obstacle خاطر la pression est اما négative يا اما neutre, 0 atmosphère. Quand on a une augmentation des pressions intrathoraciques, احنا دي اسمها tamponnade gazeuse, تقراوها في les états de choc. فما un obstacle à la fois au remplissage des deux ventricules et à l'éjection des deux ventricules. Donc le cœur, là ينجم يتعبى et là il éjecte. Donc هي le phénomène de la tamponnade gazeuse. Le physiopathe هذايا في l'asthmicographe, في le pneumothorax compressif ou في décompensation spastique de BPCO.
D'accord, donc on va avoir donc dessiner l'état de choc et les conséquents à la souffrance dans le ventricule gauche, ou les signes de corps pulmonaire aigu sont secondaires à la souffrance du VD. Ben, le VD, il va souffrir en premier. Le VG, c'est un régime de pression qui est important, de l'ordre de 120 mm de mercure, mais le VD, normalement, c'est un régime de pression basse. On n'a pas une hypertension, normalement, dans le ventricule droit. D'accord? J'ai essayé de la simplifier au maximum. Ben, quelle sera la conduite immédiate pour le malade à domicile? Vous êtes amené à la ramasser. Qu'est-ce que vous allez faire pour cette patiente en premier lieu? Intuber. Femme à des signes de gravité immédiat. Hein? مثال جوست انا بربي باش نقول لكم راهو كي نقولوا انتوباسيون راهو سي سا لو باساج ان ريا حنا كي نقولوا انتوباسيون سوي شنو براعيط الفلان نجيب لنا الدوميتاسيون براعيط الفلان يركب الماكينه براعيط الفلان يجيب البواد دانتوباسيون شوف المريضه عندها بربي نسمع بعضنا جو با كومون كونسونطري افيك اللي عنده سؤال. Vous êtes tous les bienvenus, mais juste, je ne peux pas me concentrer avec un bruit de fond. حضرنا le plateau d'intubation, حضرنا الماشين, حطينا لها voie d'abord. وكيف راهو l'intubation c'est un geste à haut risque, tu ne peux pas intuber un patient. فما étape مهمة اسمها le conditionnement. C'est il faut mettre le patient en condition. شو معناتها؟ Pré-oxygénation. تحط له voie d'abord de bon calibre. Tu vas entamer le remplissage vasculaire خاطر فما interaction cardio-pulmonaire كبيرة. تو هو عامل trapping وتزيد تحط له ventilation mécanique. Il va faire ce qu'on appelle le désamorçage. T'intuber يعمل لك arrêt cardiaque. Et je propose une prise en charge thérapeutique قبل l'intubation. De première oxygène. Oxygène. نبداو par quel est le moyen d'oxygénation? صحيت قداش الديبي؟ الماكسيموم تحط 15 لتر. باهي ما يسالش مش غلط. شنو اخر؟ كورتيكويد اكسلون. سي ان اكسلون ريفلكس. علاش طول لي كورتيكويد؟ علاش؟ على خاطر فما ان دولي داكسيون يفو با اجير ايميدياتمون باش يحضروا لنا من بعد. دولي داكسيون تاعهم سي 4 6 heures. Donc on va passer de l'hydrocortisone. D'accord? Les mésuccinate d'hydrocortisone. On a oxygène, corticoïde, comme l'on il voit les faits, le son col comme baraouh. Sahid. L'asthme aigu grave, voilà, l'exacerbation sévère d'asthme, c'est 3 volets, ou la pilier thérapeutique, un trépied. Il est inconcevable de prendre en charge un patient en asthme sévère, l'oxygène, le masque l'oxygène, de la corticothérapie par voie systémique et des bronchodilatateurs de courte durée d'action. يقول قايل هاو يفشفش في الواحد عنده قداش من نهار وعليه نحط له في البرونكوديلاتاتور. فوالا على خاطر il faut le faire ومش كيما الفوا نيبوليزي كيما الفوا انالي. تعرفوا راهو il faut faire une très bonne éducation thérapeutique les patients كيفاش يعملوا دونك لي زايروسول نتاعهم في الدار. باهي Donc, sur les plaques suivantes, je vais exposer les principaux axes thérapeutiques de prise en charge d'une exacerbation sévère d'asthme. L'oxygène, il est systématique. ما أقلش من 6 à 8 litres par minute par masque à haute concentration. D'accord? Donc, des bronchodilatateurs par la voie nébulisée, ils sont puissants et rapides, ils stimulent les récepteurs des muscles bronchiques, ils vont augmenter la clairance mucociliaire. Donc, كيفاش نعملوا nébulisation? Sérophysiologique, donc on va aider le patient à lubrifier les sécrétions bronchiques. Donc on va diminuer la perméabilité vasculaire et donc on va diminuer l'œdème. Donc on va mettre aussi des corticoïdes qui vont agir par l'action anti-inflammatoire ou action autre. Les corticoïdes, شنو يعملوا؟ Ben, on va voir. Les bronchodilatateurs, ils vont favoriser donc l'action des bronchodilatateurs. Donc, de première intention, on a le bricalé. Donc, femme à forme 5, femme à 10 mg.
نحطوا 5 mg puis 5 cc de sérum physiologique. Mais on ne fait pas de nébulisation par un autre que le sérum phi. La lobe est distillée, la hatche. D'accord? Ben. Donc, ils sont au pharmazède le salbutamol. Donc, terbutaline et salbutamol sont d'une efficacité qui est comparable. Dernièrement, on fait les hôpitaux tunisiens, femme maman, comme tu as appris. Donc, les talqaou radio. D'accord? Donc, femme a un masque spécifique fait chambre, le masque nébuliseur. Le gaz vecteur, c'est obligatoirement l'oxygène avec un débit de 6 à 8 litres. Donc, ils aiment des nébulisations répétées. Toutes les 20 minutes. 3 à la première heure. D'accord? Donc, principalement comme effet secondaire, la tachycardie, l'hypocalémie et les tremblements. المرضى هذوما يعملوا برشا de l'hypocalémie خاطر باش ياخذوا كورتيكويد وباش ياخذوا برونكوديلاتاتور راهو لي بيتا 2 ولي زانتيكولينرجيك كيف يعملوا de l'hypocalémie. Donc بالحق c'est un cocktail, il faut toujours surveiller la calémie pour ces patients. D'accord? Donc les anticholinergiques, le bromure des pratropium, dose interne 0,5 mg. D'accord? بالنسبة للاتروفان, sachez que أكثر من 3 nébulisations par jour, ça ne sert à rien. زايد 3 sur les 24 heures, une nébulisation toutes les 8 heures. D'accord? Mais les effets secondaires principalement, comme l'hypocalémie. Donc, femme a un bêta-2 agoniste non sélectif, l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une drogue qui a 3 vertus. Donc, elle agit sur les récepteurs. Bêta 2 fait les poumons, alpha 1 fait les vaisseaux, ou bêta 1 au niveau du cœur. Donc, drogue, elle peut être utilisée certainement par voie systémique à la seringue électrique, et d'autant plus quand on a un état de choc associé. Donc, l'adrénaline par voie intraveineuse systémique ou elle a par voie nébulisée quand vous n'avez pas accès à bêta-2 mimétique. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Donc, l'adrénaline, l'inconvénient, c'est qu'elle a une action rapide. Fissa, demi-vie courte. Donc, il faut faire des nébulisations qui sont répétées. D'accord? Donc, toutes les 20 minutes. D'accord? Donc, il faut suivi toutes les heures horaires. بالنسبة للبريكانيل, terbutaline ou salbutamol, sachez que les formes intraveineuses existent. Mais il ne faut pas les passer de première intention. Par exemple, في réanimation, on commence par la voie nébulisée. Quand il y a un échec où le patient ne s'améliore pas par le traitement de première intention, on va penser à mettre des traitements de deuxième intention. Et les hommes, par exemple, les bronchodilatateurs, les bêta-2 par voie intraveineuse. Mais pour seringue électrique. D'accord? Non? Quand l'échec, par exemple, tu vas intuber le patient. D'accord? هو راهو فما دياغرام نتاع لازم يقرا فما لا بروميير اور لي بروميير 24 اور داكوردو هي الساعه الاولى باش تقرر فيها راهو اون جينيرال عطاو نشوفوا من بعد في ليفوليسيون خاطر سي بالحق سي اون بومب ا روتاردمون لازماتيك malheureusement. Il faut privilégier les bêta-2 mimétiques, mais quand tu ne disposes pas d'un problème de disponibilité, il faut trouver d'autres solutions. قلت لكم أنا l'adrénaline هي في العادة نستعملها par voie systémique IV, mais de plus en plus, enfin, des études qui ont été faites sur l'action de l'adrénaline. Qu'est-ce qui est fait au bêta-2 mimétique, c'est pratiquement. Non, on m'a fait deux dosages, 1 mg ou 5 mg. Les ampoules, c'est la même. فماش فورم سبيسيفيك مثلا البيتا 2 ميميتيك فما دي زامبول اي بي فما مش كيف راهو
الاخرين تعرفوهم هاك البلاستيك هكايا نتاعهم في البيدياتري نتاع الفوال سيستيميك سي با لا ميم شوز راهو سي اون فورم اي في لا دري نعملوها نيجليزي من بعد attends نوصلوا للإيفوليسيون جي مازلنا في البريمير انتونسيون عملت لكم بلاك ايفوليسيون داكوغ باهي نتعداو لي كورتيكويد لي كورتيكويد سون سيستيماتيك دونك 3 volets ou les 3 piliers principaux, oxygène, bronchodilatateur, corticothérapie. Donc, il agit par l'action anti-inflammatoire. Ou chose importante, il augmente le nombre de récepteurs de bêta-2. T'as le phénomène de tachyphylaxie. La tachyphylaxie, c'est quand les récepteurs à une molécule sont toutes saturés. On doit faire recours à des molécules qui augmentent à la fois l'expression des récepteurs et la sensibilité des récepteurs à cette molécule. Fait le cas, c'est les corticoïdes. D'accord? Donc, il augmente l'expression et la sensibilité des récepteurs au bêta-2 mimétique. Mais sachez que la biodisponibilité de la forme intraveineuse et de la forme orale, elles sont similaires. Mais j'ai le mérite hypoxique. On a insuffisance respiratoire. يتكلم بالسيف عنده بلوكاج ثوراسيك وتمد له تقول له ها اشرب 3 حراب باش اللي تشتم تاع السوليبريت. Est-ce que c'est faisable? Non. Malheureusement, c'est difficile. Donc, وحاجة أخرى, retenez ça une fois pour toutes. وين تلقى أي pathologie مكتوبة urgence vitale ou urgence thérapeutique, il faut toujours privilégier la voie intraveineuse parce qu'on ne joue pas avec le feu. يلزمنا حاجه متاكدين اللي هي تعدات هاو شرب هاو بزق هاو رد هاو قال لك خليني نرتاح شويه نو دونك اون باس دو l'hydrocortisone en général نعديو 200 toutes les 6 à 8 heures معناها يا اما 200 x 4 والا 200 x 6 200 x 6 c'est la dose maximale والا l'équivalent qui يبدا مثلا une forme qui n'est pas vraiment معناها menaçante pour le pronostic vital donc du méthylprednisolone 1 à 2 mg kg par la voie intra-péparos معناها. Les autres traitements de deuxième intention كانوا فما حاجات نحيتهم خليت لكم كان le sulfate de magnésium. Le sulfate de magnésium par quel biais il va agir? La bronchodilatation. D'accord? Donc, il est bronchodilatateur. Son efficacité clinique n'est pas vraiment démontrée. Mais comme ça, il faut que les niveaux de prof scientifique, le A, le B, le C, le petit A, le D. Donc, l'intérêt n'est pas démontré. Mais vu qu'il est anodin et peu coûteux et que ça marche chez certains patients, on ne peut pas priver le malade donc, de cette thérapeutique. D'accord? Pour cela, donc, on va passer 1 à 2 grammes sur 20 minutes à la pousse seringue électrique. D'accord? Donc, de sulfate de magnésium. Et on passe le facteur de décompensation. Intraveineuse, non, مش direct. مش تعمل له بوليس. ما عندكش pousse seringue, تحط une perfusion وتحسب الديبي نتاعك على 20 minutes. D'accord? Ben, quelle est la cause de décompensation? Le patient a dit à de son asthme, à votre avis? Le stress? Hein? Et donc, au moins, FAMA, 3 facteurs de décompensation pour cette patiente. D'accord. Donc, les facteurs déclenchants en premier plan et la hantise, c'est la cause infectieuse qui peut être bactérienne ou virale. Il ne faut jamais passer à côté d'une cause infectieuse, notamment vu le contexte pandémique, il faut penser au Covid-19. D'accord? Donc l'arrêt de traitement, par exemple, c'est un patient qui n'a pas donc, les moyens d'acheter son traitement. L'absence, par exemple, de disponibilité d'un traitement au long cours à la pharmacie, etc. Le stress psychologique.
le contact avec un allergène en cas surtout d'asthme allergique et la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens où vous avez très bien répondu pour cette patiente. Donc, pour l'évolution de cette patiente, était marquée par l'aggravation. Donc, amanel, la corticoïde, sulfate de magnésium, série de nébulisation à bêta-2 ou donc une dose d'anticholinergique. Avec ça, en condition, va d'abord, kedim, rigla, qada, mais au bout de la première heure, elle est devenue inconsciente. عملنا لها 7,31 de pH, plutôt 7,23, PaO2 à 45, avec sous oxygène, capnie 80 mm de mercure, bicard 18, lactate à 5. Là, on est l'acidose. Donc, l'acidose, elle est mixte, elle est à la fois respiratoire et elle est métabolique. Donc, l'hypercapnie, donc c'est un témoin d'épuisement. Et le fait qu'elle a augmenté ses lactates, c'est le témoin de quoi? La souffrance cellulaire qui est due à l'hypoxémie. Donc, femme a une orientation du métabolisme vers l'anaérobiose et donc c'est une patiente qui a présenté une acidose métabolique hyperlactique. Quelle est votre conduite? Vous avez bien répondu. Il faut intuber. Donc, il faut savoir que l'intubation d'un asthmatique, c'est un geste vraiment qui est à très haut risque. D'accord? C'est vraiment un danger imminent. L'intubation, c'est un geste qui est vraiment difficile. Il faut que ça soit fait par un opérateur qui est expérimenté. Donc, quoi l'asthmatique? C'est pas le BPCO qui est habitué à l'hypoxémie, etc. Donc, c'est un malade qui n'a pas de réserve respiratoire. Et donc, déjà, il est souffrant et il est au stade ultime de son évolution. Il faut vraiment que ça soit rapide. D'accord? Il faut que ce soit fait par un opérateur qui est expérimenté. La ventilation mécanique, c'est un tournant évolutif de l'histoire d'un asthmatique. Allez, c'est un geste qui va augmenter la morbidité et la mortalité. La morbidité, les comorbidités, etc. Mais on essaie en rapport avec les complications du geste, parce que le patient peut mourir en perintubation, comme il peut mourir d'une complication qu'on va voir par la suite. D'accord? Donc, les indications, telles comme les formes, donc les critères de sévérité, des critères de sévérité extrême, ouais, elle a une dégradation clinique avec trouble de la conscience et apparition des signes de gravité sous traitement. Elle a une prise en charge et la première heure convenablement et le patient continue à s'aggraver. Il faut l'intuber. Donc, ouais, elle a comme la présence d'une hypercapnie, normocapnie. Il faut commencer à tirer la sonnette d'alarme normocapnie. D'accord? Donc, comme c'est une technique qui est délicate, qui expose le patient à des risques barotraumatisme, une augmentation des pressions, c'est une ventilation mécanique en pression positive. Donc, ça expose le patient davantage au risque de barotraumatisme tel que le pneumothorax, le pneumomédiastin. Donc, on va aggraver le trapping et surtout, d'autant plus quand on va faire des réglages qui ne sont pas optimaux, d'accord? Ça nécessite une sédation profonde, voire même une curarisation. Ça expose au risque de PAVM, cause infectieuse, maladie thromboembolique veineuse et la fameuse neuromyopathie de réanimation. C'est une entité. Les facteurs de risque rendent l'asthmatique sédation, cura, corticoïde, immobilisation, ventilation mécanique. Donc la neuromyopathie de réanimation, c'est une paralysie musculaire qui est variable. D'accord? Donc, le diaphragme, qui est un muscle qui est en perpétuel fonctionnement, 30 ou quelques heures de ventilation, il va faire la dysfonction diaphragmatique, la neuromyopathie. Les mobilisations prolongées, sédation, les curas, on va bloquer donc les plaques motrices, les corticoïdes. Donc, vraiment, c'est un cocktail monotone qui va précipiter vers la neuromyopathie de réanimation. Avec Arlèche, Dima, l'asthme aigu grave et ventilation mécanique, c'est une très mauvaise association. Comme elle est fait mais on n'intube plus les asthmatiques. On n'intube plus. Allez, à la l'avènement des thérapeutiques de fond et
les molécules, les bêta-2 mimétiques, la corticothérapie inhalée, les anticholinergiques de longue durée d'action, ont fait que la prise en charge de l'asthmatique elle est optimale. Les patients ils sont bien éduqués, ils sont bien suivis, surtout l'avènement de la médecine de famille, etc., comme spécialité, les malades ils sont bien suivis. في تونس تونس والعالم الثالث en général, parce que justement, les conditions socio-économiques, malheureusement, elles sont défavorables. D'accord? À titre d'exemple, donc on a fait un travail multicentrique, donc sur le nombre de malades qui ont été ventilés dans 2 ans, il y a 35 patients qui ont mené abstract le congrès international de la CRLF. Les journaux, publication, c'est devenu exceptionnel. L'avènement des nouvelles thérapeutiques, les bronchodilatateurs de longue durée d'action, etc. Donc, les réglages, mais c'est le on croit que ça ne fait pas partie de vos objectifs, mais quand même, un cours complet. On utilise le mode contrôlé, la ventilation mécanique, des modes en volume, des modes en pression. On va privilégier le mode volumétrique. On va faire des petits volumes courants. On ventile le volume courant 7 ml/kg de poids idéal. باش مريض يوزن 100 كيلو طوله متر و50 تحط له 1000 ملل par minute. Donc il faut que ça soit le poids idéal rapporté à la taille, parce que la taille des poumons dépend de la taille et non pas du poids. On ventile un patient lambda à 7 ml/kg. L'asthmatique, vraiment, on a 4 à 6 ml. C'est une ventilation ultra protectrice. D'accord? Donc, on ventile avec des petits volumes courants de l'ordre de 6 ml/kg. Donc, l'asthmatique, c'est d'ultra protecteur. علاش؟ على خاطر فما un risque énorme de barotraumatisme. فسرت لكم بكري des petites fréquences. شفتوا ليه هكا؟ فهمتها لكم توا واضحة. 0 PEP, temps expiratoire lent et une FiO2 qui doit être adaptée à un objectif de saturation. D'accord? Sachez que les réglages à Zoma, ils exposent à ce qu'on appelle de l'hypercapnie permissive. De l'hypercapnie parce qu'il va être mis en hypoventilation alvéolaire, mais on s'en fout. Dis-moi le fameux, le patient ne meurt pas d'hypercapnie, il meurt d'hypoxémie. Tarfo, pneumothorax, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut associer des traitements adjuvants, donc une bonne hydratation, d'accord? Traitement du facteur déclenchant, antibiotiques, il a une pneumopathie qui est documentée, il faut faire un traitement empirique ou par la suite adapté en fonction des résultats de l'antibiogramme. Anticoagulation préventive, traiter les complications, d'accord? Il faut surveiller d'une façon stricte et obligatoire les troubles hydroélectrolytiques associés. Comme l'hypocalémie, les corticoïdes sont hypocalémiants, les bêta-2 sont hypocalémiants, les anticholinergiques. La glycémie, très bien, c'est diabétique le patient. C'est une situation de stress qui est énorme pour l'organisme. Donc, on doit surveiller donc, le profil glycémique du patient. Donc, la surveillance du traitement, en général, la première heure, le débit expiratoire de pente, les constantes vitales, fréquence respiratoire cardiaque, l'état de conscience, la pression artérielle et donc la saturation pulsée en oxygène, la surveillance paraclinique essentiellement sur la gazométrie, ionogramme sanguin, lactate et glycémie. Toute crise d'asthme initialement grave doit être hospitalisée. Une fois pour toutes. Garde l'urgence. Si crise d'asthme est grave, vous n'avez pas le droit. Il y a au moins 24 heures de surveillance. Pas de place pour le pneumo, il n'y a pas de l'urgence. On a eu des incidents qui sont très graves avec les malades asthmatiques. Il y a مريضة رجعت لنا 6.9 de pH. بالحق 6.9. Intubé en catastrophe.
D'accord. Donc il y aura 24 heures de surveillance. À la خاطر justement je connais le schéma d'évolution. Femme à la première heure. Donc après un traitement bien sûr optimal, bronchodilatateur dans les règles de l'art, oxygénothérapie, mise en conditionnement, corticothérapie, on doit faire une réévaluation basée sur la clinique et sur le débit expiratoire de pointe. إذا كان الباتيون يبقى أقل من 50% يمشي للرياب. فيهاش كلام. إذا كان تحسن cliniquement, il est moins polypnéique. On a repris un peu donc des murmures vésiculaires, etc. Donc il a un état neurologique normal, une hémodynamique normale, il lutte moins, un débit expiratoire de pointe au-delà de 50, il chez les pneumons. Mais jamais, jamais, ما يروح. D'accord. Donc يبقى pour حتى كان تحسن. حتى كان ظهر لك الاليرون بيان. عندك critères de sévérité يبقى pour surveillance une fois pour toutes. تولي تقول له راهي حالتك تفسر له. لا تفسر له الفو معناتها تبارك الله ما شاء الله عليكم. انت تحكي ازمه جراف والا كريز دازم الساعه. ازمه جراف معناتها تفسر له تقول له راهي حياتك في خطر وما عندناش الحق باش نسيبوك. اسمعني راه سور لو بلان سي اون ريسبونسابيلتي ميديكو-ليغال. دونك غدوه حتى في الدوسيي تكتب سيغتان كونترافي لو بروكورور دو لا ريبوبليك يقول لك الى انسيفالوباثي ريسبيراتوار. فوالا دونك وراه اجا نقول لك راه لا كومونيكاسيون افيك لو مالاد من اصعب ما فما في الميديسين. راه ما يقريوها الناس. راهو فيها beaucoup de savoir-être. تبارك الله عليكم. Vous êtes jeune, vous êtes agréable. Donc apprenez à communiquer avec vos patients. راهو مريض مستحيل dans les cas extrêmes نعرف راهو فما مرضى بحق c'est difficile. تحكي مع الفاميليا نتاعو. D'accord. Donc والا tu l'orientes. تقول له برا امشي par exemple للبريفي كذا اذا كان هو ماهوش فرحان باللي كونديسيون دو بريز ان شارج في لوبيتال etc. Mais vraiment بالحق معناها en tout cas j'espère que vous ne tombez pas dans cette situation parce que c'est très gênant. Hein. D'accord. Mais il faut les garder au moins 24 heures de surveillance, même avec une évolution favorable. Le retour à domicile trop précoce, quand on le fait, il est déconseillé. D'accord. Et donc, il faut que vraiment le patient ait une bonne éducation thérapeutique, qui fait les bronchodilatateurs internes, qui fait les signes de gravité extrême, et au pire des cas, tu l'orientes vers le médecin de fond. Donc, exacerbation sévère, j'aurais fini avec cette plaque. Exacerbation sévère d'asthme, c'est la forme la plus sévère de la crise d'asthme qui, par la sévérité des perturbations hémodynamiques et respiratoires qu'elle entraîne, peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. C'est une urgence extrême, diagnostique et thérapeutique. Et j'aurais terminé. Je vous remercie pour votre attention. Il n'y a pas de question. Je remercie Dr Belhamouda pour cette présentation très pédagogique. يعطيك الصحة. تفرجت فيها من الحلقة. أزمي قراءة بعد خبرة. أجريجابل ولا لا؟ أجريجابل لا. على الآخر بالحق. عندك الميثود حق هي في البريزنتاسيون. الحمد لله. جزئية على الذكرى هو. فهمتوني ولا؟ أين الجزئية هكا. هي ما كل واحد هيك نتركناش اني على الميل نتاع على الميل باهي انت هذيا بصراحه دونك هذيا ما يزال البريزونطاسيون اي ويني بناها قال لي ادخل على الميل قال لي تلقاها ندخل الميل نتاع هو قال لكم حلوها حط هنا في سيزيام جورني استبرق سافا لاباس عليك شنحوي البيبي لاباس سي بون تي اورينتي قالوا لي جيت نحط الفلاش نتاعي دونك نبعث لسي عمر. انا طبعا ما شدتها